Salut et bienvenue sur le podcast de la Milonga. Je m'appelle Raphaël et je vais à la rencontre d'acteurs qui font bouger le monde du tango. À travers ces échanges, mon objectif est de mieux comprendre cet univers, acquérir des clés pour progresser et aussi pour m'inspirer pour faire évoluer ma danse. Alors si vous aussi vous voulez en apprendre plus sur le tango, eh bien je vous propose de venir avec moi pour rencontrer ces danseurs. Bonne écoute! Merci beaucoup Sylvia d'avoir accepté. Ouais, merci à toi. Parce que je trouvais que tu avais un profil très intéressant dans le sens où quand j'ai fait des recherches sur toi, Mm. j'ai pas vu qu'une danseuse, j'ai vu aussi une entrepreneuse. Oui, Voilà, et j'ai l'impression j'ai que... un état d'esprit d'entrepreneuriat. En fait, j'ai jamais pu bosser pour quelqu'un. Pour une entreprise ou faire un boulot pour quelqu'un, je suis incapable. Mais pour des compagnies, ça allait? J'ai pas beaucoup travaillé en compagnie, un petit peu, mais pas énormément, et c'était des petites structures. Parce que non, les grosses compagnies, j'ai jamais pu. En fait, quand je suis arrivée à Paris, je continuais à me former en danse, et à l'époque, je continuais à prendre des cours de danse classique, contemporain et tout. Et j'étais tellement dégoûtée par l'attitude qu'il y avait dans les cours que j'ai un peu lâché, en fait. On va revenir sur tout ça, comment t'es arrivé au tango, parce que aussi tu fais un festival. Oui. T'as fait aussi, là, pendant le confinement, du coup, on en parlait juste avant, autour d'Amaté. Mm. Tu fais aussi des stages, Oui. un par mois, Un par mois. sauf l'été. Plus parfois, mais les stages de technique, oui, c'est un par mois. Ouais, et c'est hyper intéressant, et c'est aussi, j'ai pas encore rencontré quelqu'un qui organisait des festivals, enfin un festival, Mm. donc le Tango Roots, donc ça fait 10 ans en Oui. plus que ça existe. On allait faire la 10e édition et il y a eu le... Mince alors. Voilà, tout ça. Et donc du coup, c'est par rapport à toutes ces choses-là, moi je voulais te rencontrer parce que je trouve ça hyper intéressant d'avoir cet axe-là. En fait, surtout aussi, il y a le petit chat qui passe, mais ça va pour l'instant. Il va faire ça pendant toute... On va voir si ça dérange. Et donc pour toutes ces choses-là, moi je trouve ça intéressant d'avoir ce côté entrepreneurial. Je sens que j'ai ce côté-là aussi de mon côté. Oui. Mm. Donc, quand je crée le podcast, j'imagine aussi qu'il y a plein de choses ensuite à développer et c'est quelque chose comme ça que je recherchais. Plus que de faire la danse, mais aussi créer des projets à côté. C'est ce qui me plaît, et donc c'est ce qui m'a plu sur ton profil. Mm. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est aussi qui peut être assez commun, pas chez tout le monde, mais chez les danseurs de tango, c'est qu'ils sont passés par une autre danse avant. Par exemple, quand j'ai rencontré Louis sur le précédent épisode, il faisait de la danse classique. Ouais. Il y a eu Mathias aussi, que j'ai rencontré, qui faisait aussi d'autres danses avant. Et toi aussi. Oui. Moi, j'étais au conservatoire. Où ça ? À Gap. Okay. Je suis née à Gap, donc j'étais au conservatoire de Gap. C'est où Gap ? C'est dans le sud ? C'est dans les Alpes, les Hautes-Alpes. Et j'ai eu mon diplôme de fin d'études. Par contre, après je suis descendue à Marseille et j'ai continué à danser et à me former, mais j'ai jamais pu être danseuse classique parce que j'ai pas du tout le corps pour ça, j'ai pas la morphologie. En fait, j'ai commencé tard, donc mon corps ne s'est pas formé. Et puis j'ai beaucoup de défauts pour la danse classique, donc je n'ai rien pu en faire. Et là, j'ai commencé la danse contemporaine un petit peu et j'ai commencé la danse baroque quand j'étais dans le sud. C'est quoi la danse baroque ? La danse baroque, c'est la danse de cour. En gros, c'est sous Louis XIV. C'est les débuts de la danse classique. Donc c'est un peu une sorte de ballet ? Alors oui, c'était le ballet de cour. D'accord. C'était vraiment les débuts de la danse classique avec une technique qui est quand même assez différente parce que ça respecte beaucoup plus le corps. À l'époque, il faut imaginer qu'ils avaient des robes et des costumes pour les danseurs, pour les hommes qui étaient très lourds, qui prenaient beaucoup d'espace, donc ils ne pouvaient pas lever la jambe très haut, ils ne pouvaient pas sauter énormément, etc. Donc ça respectait beaucoup plus la morphologie, avec des petits en dehors, des petites demi-pointes, et c'était très codifié. Et c'est là qu'on a, c'est sous Louis XIV que l'Académie de musique et de danse a été créée, et on a commencé à écrire la danse. Donc il y a des recueils avec des partitions de danse. On a décomposé tous les mouvements, toutes les positions. Et on a écrit beaucoup de chorégraphies. Ok, donc cette forme de danse-là, c'était avant la danse classique. Voilà. Ok. Et t'as commencé à quel âge, toi, la danse classique ? J'ai commencé, je me souviens plus, un peu avant l'adolescence. Donc même à 10 ans... Non, à 10 ans, j'en faisais pas encore. Je dansais parce que mon père avait une école de musique et de danse. Il a créé une école de musique en fait à Gap. Et il y avait une professeure de danse, mais c'était pas du classique. Donc j'ai fait un peu d'éveil corporel, un petit peu de modern jazz.
comme ça. Et après, et là tu vas penser à Louisa, j'ai fait du patinage artistique. Ok, ouais. Bon, bah, Mais- dédicace du coup à Louisa. Voilà. Mais pas aussi poussé qu'elle, hein, j'en ai vraiment pas fait beaucoup. Mais moi, je voulais devenir patineuse et j'ai pas pu. Donc là, j'ai arrêté et à partir de là, je suis entrée au conservatoire. Tu disais que par rapport à la danse classique, t'avais pas le corps qu'il fallait. Oui, tous les défauts. Je suis trop petite, pas assez dents dehors, trop cambrée, trop grosse. On m'a répété pendant toutes mes années de conservatoire que je serais jamais danseuse parce que j'étais trop grosse. C'était dur. Surtout que, ouais, quand on est enfant, enfin quand on est ado, on se construit et quand on entend ça, c'est terrible quoi. Ouais. Il y a beaucoup dans la danse que je rencontre beaucoup de gens, surtout de femmes qui font la danse classique et qui disent que c'était horrible. Enfin, ça n'a pas toujours été horrible, mais elles ont vécu des périodes extrêmement difficiles, surtout à l'adolescence où on se construit Oui. et que elles se font défoncer quoi parce que. Oui, c'est très très dur. C'est vraiment de la maltraitance physique et psychologique. Là, moi par exemple, j'ai inscrit ma fille à un cours de danse, mais vraiment je vais surveiller parce que en même temps c'est important d'apprendre à un enfant à danser parce que ça lui donne plein de repères corporels, une conscience corporelle. Ça leur apprend à bouger d'une certaine façon, à maîtriser vraiment leur corps et à développer aussi le sens artistique du corps. Mais c'est vrai que la danse classique, pour certains, ça peut être fatal. Donc moi, je ne suis pas tombée en dépression, mais autour de moi, il y a eu... c'était horrible. Peut-être parce que si tu te disais, de toute façon, je vais faire autre chose, la danse classique, c'est... À l'époque, je ne voulais pas. Hein. Je voulais être danseuse étoile. Donc tu t'es accrochée. Je me suis accrochée, tout en sachant au fond de moi que je n'avais pas les capacités morphologiques. Mais je voulais... c'était mon rêve. Et après, quand j'ai commencé la danse baroque, je me suis dit... j'ai toujours aimé la musique baroque, la musique classique aussi. Et je me disais, c'est quand même quelque chose qui respecte beaucoup plus le corps. Et c'est une musique que j'adore. Et il y a quelque chose aussi que j'ai retrouvé dans le tango, c'était le rapport entre la musique et la danse. En fait, à l'époque de Louis XIV, les maîtres à danser... Jean-Baptiste Lully, qui était compositeur, musicien, était aussi maître à danser. Et il faisait tout. Et donc il y a vraiment un lien très fort. Ah oui, une construction entre les partitions de musique et les partitions de danse. Oui. Il y avait une synergie entre les deux. Voilà, exactement. Et ce rapport-là, je l'ai retrouvé un petit peu dans le tango. Alors, pas aussi fort parce que c'est très rare quand même que les musiciens de tango dansent. Aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque à l'époque d'or, quand il y avait les grands orchestres dans les milongas, les musiciens étaient très attentifs à ce que faisaient les danseurs. Troilo particulièrement, il disait mais regardez les danseurs. Il y a une comment dire, pas une logique, mais vraiment une cohérence entre la danse et la musique. Qu'il n'y a pas beaucoup dans les autres danses. On peut le retrouver dans la salsa par rapport au rythme de base. Mais là, c'est beaucoup plus complet. Autant dans la danse baroque que dans le tango, c'est vraiment tout l'aspect musical, que ce soit rythmique, mélodique, de l'énergie que ça dégage, etc. Et t'as fait ça pendant combien de temps ? Est-ce que tu t'es inscrit au conservatoire pour faire cette danse-là ? Non, au conservatoire, c'était la danse classique. Ah, c'était la danse classique, Oui. ok. Après, quand je suis allée à Marseille, en fait, après mon bac, je suis descendue à Aix pour faire des études d'histoire de l'art à la fac et je descendais à Marseille pour danser. Et en fait, j'ai arrêté très vite la fac parce que j'arrivais pas à faire les deux. Est-ce que tu faisais aussi du piano aussi ? Oui. Alors ça, j'ai appris toute petite à l'école de mon père. Okay. Mais j'ai fait ça vraiment en amateur. J'ai donné quand même quelques cours de piano. C'était mon job pour gagner un peu de sous. Et là, ça fait longtemps que j'ai pas touché un piano. Mais... En fait, assez jeune, tu te voyais en fait, en tout cas dans une carrière artistique ? Ah oui. C'était le truc que tu voulais faire ? Ouais, la question se posait même pas, c'était ça. Puis même déjà, vu que ton père, il était il avait ouvert une école, c'est ça ? Ouais. Et ta mère, elle faisait quoi ? Dans le domaine artistique aussi ? Quand ils se sont rencontrés, ma mère était chanteuse. Ah oui, d'accord, donc t'es vraiment... Mon grand-père était peintre. Et oui, c'est une famille d'artistes. Mon frère donc mon père était batteur, mon frère est batteur aussi. Voilà. Donc famille d'artistes. Oui. Et donc t'es arrivé à Marseille donc, pour des études d'histoire de l'art, que t'as arrêté. Assez rapidement, j'ai fait une année complète et après j'y suis allée, j'ai continué un petit peu mais à moitié, puis après je me suis dit je peux pas faire les deux. Okay. Ça me prend trop de temps. Et du coup, comment ça s'est passé ensuite après cette année de fac que t'as arrêté ?
Donc c'est là que j'ai dansé professionnellement un petit peu en danse baroque. Et puis j'ai découvert le tango à Marseille. Parce que la scène du tango à Marseille est très développée, non? Ouais, ça danse beaucoup, il y a beaucoup de monde. C'est ce qu'on me disait, un jour, de me conseiller d'aller à Marseille voir comment ça danse. Ah oui. Parce que c'est très développé. Disons qu'il y a une grande communauté. Ouais. Comme il y a à Lyon aussi. C'est une grande ville, hein, donc Ouais, c'est en ça, à partir du moment où c'est une grosse ville. Voilà, ouais. Comment ça t'a amené en fait le tango? Eh ben, c'était après une rupture. En fait, voilà, on avait décidé ce jour-là de se voir et puis on ne s'est pas vu. Et j'ai un copain qui m'a appelé, qui était dans un bal de tango. Il m'a dit, viens, comme ça, t'es pas toute seule, tu viens avec nous. Et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais en coloc et ma coloc, elle me parlait souvent qu'elle aimerait aller au tango. Il y avait des balles de tango un peu partout à Marseille, en extérieur. Elle disait, ouais, je vais aller au tango, je vais aller au tango. Et puis moi, je me disais, oui, bon, le tango, c'est... Bon, ça te parlait pas trop au début? Alors, le bal du tango, ça ne me parlait pas trop. La musique, oui, par contre, parce que j'ai toujours écouté Piazzolla. Depuis, je me souviens même plus. Je me souviens que quand j'étais ado, je m'endormais souvent en écoutant de la musique. Il y avait 2 choses que j'écoutais. C'était Roméo et Juliette de Prokofiev ou Piazzolla. Et là, je m'imaginais en train de danser alors que je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas ce que c'était la danse du tango, j'en avais jamais vu. Mais je m'imaginais plein de choses. Ouais. En tout cas, tu avais l'air d'avoir une grosse culture, en tout cas musicale, pour ton âge. Je pense que oui. grâce du fait aussi de ton entourage, de ta famille, mais je pense pas que tous les jeunes écoutaient Piazzolla pour aller se coucher. Ça, c'était mon secret, je m'en parlais à personne. C'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, donc pour revenir à ma découverte, donc ma coloc me disait j'aimerais bien aller au tango. Puis bon, ce jour-là, ils y étaient. Je dis bon, allez, ok, j'y vais. Et quand je suis arrivée, je me souviens, je me suis approchée. C'était une milonga qui était devant le théâtre du gymnase, pas loin à côté de la Canebière. Et je commence à entendre la musique de loin. Alors, c'est pas ce que j'écoutais, parce que là, il passait des musiques, je me souviens plus, mais de l'âge d'or, à peu près. Donc, c'était pas du tout du Piazzolla. Mais ça m'a fait quelque chose. J'ai senti que mon cœur, il commençait un petit peu à battre. Je me dis, tiens. Et puis, je suis arrivée devant le bal, et puis j'ai vu tous ces gens danser, et puis la musique, et là, j'ai eu un coup de foudre. Direct? Ouais. Et t'avais dansé, du coup, ce jour-là? Et là, j'ai dansé, n'importe comment, mais j'ai dansé. Ouais, parce que t'avais pas pris de cours avant? Non, pas du tout. Et en fait, j'ai jamais pris de cours, enfin au départ. Ouais. J'ai dansé. Il y a quelques danseurs qui m'ont dit, viens, qui ont été très sympas avec moi. et j'ai commencé comme ça, en fait. Je dansais avec tout le monde. Et puis à partir de ce jour-là, j'ai commencé à chercher tous les disques que je trouvais de tango à la bibliothèque. Et j'allais dans tous les bals qu'il y avait. Tous les bals à Marseille et tous les bals dans la région. Parce que les Marseillais se déplacent beaucoup. Ils vont à Nîmes, ils vont à Aix, à Nice, sur toute la côte. Et donc je suis allée partout. Et j'ai appris comme ça. Okay. En dansant avec, au fur et à mesure. Alors au début je faisais n'importe quoi, les danseurs ils me disaient chut, calme-toi. Ouais, moi j'entendais la musique, je voulais danser, je voulais exprimer quelque chose, quoi. Et puis au fur et à mesure j'ai compris les chemins, voilà. Comment adapter mon mouvement par rapport à ce que l'autre me proposait. Et c'est marrant aussi, c'est quelque chose aussi, j'ai l'impression que c'est assez commun, c'est qu'en fait aux autres danseurs que j'ai invités, c'est qu'à un moment ils ont découvert le tango. Et ça a pris d'un coup une place très importante. C'est le cas aussi pour toi? Complètement. Par contre, quand j'ai commencé, et que j'ai commencé à me sentir bien dans cette danse, moi je me disais non, mais je fais ça juste pour mon plaisir, je veux pas faire professionnellement, c'est mon hobby, quoi. Et en fait, pas du tout. Tu croyais vraiment quand tu disais ça? Ou tu voilais pas un peu la face et tu disais... Non, pas du tout. Non. Je me disais, voilà, ça c'est juste pour me faire plaisir, et le reste, je continue professionnellement avec le baroque et quelques trucs à côté. Et puis au bout de 6 mois de tango, je rencontre un danseur et il me dit viens. À l'époque je payais pas le train parce que mon père était cheminot aussi, donc je pouvais bouger partout. Ouais, c'était génial. Et donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours à Paris. Pareil, j'allais un peu partout à Paris. Alors c'était pas forcément évident, mais j'y allais. Et puis à Marseille, j'ai rencontré un danseur, il m'a dit viens, on pratique. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis j'ai commencé à l'accompagner dans les cours. Et puis ça s'est enchaîné. Donc après 6 mois, tu as commencé à prendre des cours? À donner. À donner. Je donnais pas vraiment. J'étais surtout l'assistante. Oui, c'est ça, ouais. Et j'aime pas trop ce mot.
Oui, c'est clair. Mais c'est comme ça que je me suis formée. Vous donniez des cours ensemble, en tout cas, Voilà. après 6 mois. Mais donc, avant ces 6 mois, en fait, t'allais que en milonga Oui. et t'apprenais comme ça. Oui. C'est quelque chose, j'ai l'impression aussi, qui est très différent entre l'apprentissage pour les hommes et pour les femmes. Oui. C'est que nous, on a intérêt à prendre des cours quand même. Ouais, on n'apprend pas de la même façon. Non. C'est comme si c'était deux danses différentes. C'est vrai? Oui. Mais d'ailleurs, quand les danseuses commencent à guider, elles ont l'impression d'apprendre une autre danse. Parce que le rôle n'est pas du tout le même. Et la technique de base est la même, mais le rapport à l'autre n'est pas du tout le même. Ouais. Ouais, c'est intéressant, ouais. Parce que moi, j'ai déjà essayé aussi de me faire guider, et pourtant, j'avais pas eu l'impression que c'était une autre danse. C'est peut-être plus facile dans ce sens-là. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être. Et donc t'as fait... Donc après 6 mois, c'était tout feu, tout flamme, t'as dansé à fond pendant ces 6 mois. Après, t'as commencé à donner des cours avec ton partenaire. Et donc t'as continué comment après? Comment ça s'est passé la suite? Après, on a... Je sais Parce qu'après, pardon, le baroque, tu laissais un peu de côté du coup Oui, j'ai continué un petit peu. Il y a eu une période de transition. J'ai continué un peu le baroque. Puis après, quand j'étais à fond dans le tango, j'avais plus le temps de faire la danse baroque. Ça m'a beaucoup manqué, mais j'avais vraiment pas le temps. Donc j'ai commencé à participer à ses cours. Et après, on l'a appelé pour des spectacles ou des stages. Voilà, et puis après, c'était parti. Toi, c'était parti dans le sens où la machine était lancée et après, t'as continué à donner des cours. Et c'est fou que ça allait hyper vite quand même. C'est allé très vite. Tu t'y attendais à tout ça quand t'as commencé tes premiers cours? Non, pas du tout. Pas du tout. Bah, quand j'ai commencé à pratiquer avec ce danseur un petit peu quand même, je me disais, bon, il y a moyen de faire un truc. Et lui aussi. Mais j'ai pas cherché absolument à le devenir. Ouais. Parce qu'en plus, même, t'avais la danse baroque avant. Ouais. Et tu te rappelles de qu'est-ce que ça t'a procuré, toi, comme émotion, quand t'as découvert cette danse? Le tango? Ouais. Le jour où je suis arrivée dans ce bal, j'ai le cœur qui a commencé à battre. Et comme si je devais rencontrer quelqu'un pour la première fois. Ouais, une rencontre. Voilà. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé à supporter la rupture donc, qui s'est passée ce jour-là. Et je me disais que je perdais une paire de bras et j'en retrouvais 50 autres. Ouais, donc j'adorais. Alors, bon, ça c'était au début. Maintenant, je dirais pas ça. Mais... On devient un peu plus exigeante aussi avec... c'est pas... Oui, exigeante, je sais pas si c'est le mot, mais Ouais, peut-être que c'est le mot aussi. Et donc, je sais que tu m'as dit que t'étais pas très bonne dans les périodes, mais tu m'as dit que donc cette période-là, en fait, entre le moment où t'as commencé et quand t'arrivais à Paris, ça a duré combien de temps? Bah, c'était au bout de... Je me suis installée très vite, parce qu'après, j'ai payé... J'étais plus étudiante, donc j'ai dû payer le train. Donc, j'avais 6 mois de tango, j'ai commencé à monter à Paris pour pratiquer et on a commencé à travailler. Et je crois un an après, j'étais installée à Paris. Ah oui, ok. Donc ça a été très rapide. C'est juste pour capter, j'avais du mal à comprendre. Oui. Et après, t'as créé aussi un festival de tango? Oui. Comment ça s'est passé ça? Qu'est-ce qui a fait que t'as décidé de... Donc, avant le Tango Roots, j'ai organisé pendant 2 ans, je crois, un tout petit événement de 3 jours qui s'appelait Festival aussi. C'était pas un festival, mais Tango Peña. En fait, avec ce partenaire, je donnais des cours au Latina, à l'ancien Latina, qui était un lieu vraiment de tango parisien. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Je crois que j'ai déjà entendu parler. Ouais, c'était sur un cinéma. Dans un cinéma qui est dans le Marais. Et c'était vraiment l'endroit où tout le monde se retrouvait. The Place to Be? Oui. C'était quelle époque ça? Et ben c'était 2006, 2007, 2008, quelque chose comme ça. Ok. Et bon, moi je l'ai pas connu à ses débuts, mais j'ai connu la fin. Et donc on y donnait des cours. Et c'était vraiment un endroit où tout le monde se retrouvait, même après d'autres milongas. On fermait les rideaux et puis on sortait très tôt le matin, en douce. Et donc je donnais des cours ici. Et pourquoi ça s'est fermé cet endroit? Je sais pas trop. Ok, ça a fermé parce que ça a fermé. Ouais. Par contre, donc il était géré par Alfredo et Isabelle. Et ils ont trouvé un autre endroit, plus petit. Bon, c'était plus le Latina, mais c'était un endroit où ils faisaient des milongas, où on donnait des cours.
Et là, mes élèves me disaient qu'en été, il n'y avait rien. Et ils voulaient que je leur organise quelque chose en stage. Parce que j'avais déjà organisé des stages. Hein. Ouais. Et j'ai dit, pourquoi pas. Et je me suis dit, si quitte à organiser, autant faire quelque chose d'un peu plus conséquent. Et là, j'ai organisé un événement de 3 jours avec du tango, du folklore, des cours, des balles, des démos. Et je faisais venir 2 ou 3 musiciens pour le bal. Enfin, c'était très petit, mais c'était très sympa. Et 2 ans après, donc ce lieu a fermé aussi. Mince. Là, c'était pour les problèmes de voisinage. Et là, je me suis dit... Donc là, j'ai voyagé. C'était une période où je voyageais pas mal, en Argentine et en Uruguay. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose d'un peu plus grand. Déjà parce qu'il y avait un très gros festival de tango à Paris qui s'appelait Color Tango et qui n'existait plus. Et c'était vraiment... Il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup d'artistes qui passaient dans ce festival. Il avait vraiment une belle notoriété. C'était l'été aussi ? Non, je crois que c'était en hiver. Et donc ce festival a dû arrêter pour des questions... de voisinage. Alors, non, c'était à la cité universitaire, eux, ils n'avaient pas de problème de voisinage, mais bon, des questions peut-être financières et d'organisation, le lieu, je sais pas trop. Et je me suis dit, mais c'est pas normal que Paris n'ait pas son festival. Et en faisant ces voyages, je me disais, il y a quand même... ok, en France, il y a plein d'événements de danse. Il n'y avait pas trop les encuentros à l'époque, mais il y avait des marathons, il y avait beaucoup de marathons. Il y avait beaucoup d'événements qui étaient vraiment focalisés sur la danse. Et moi, en voyageant, je me disais, mais il y a quand même un truc ici. Ok, c'est la culture Rio Platense. Quand on est là-bas, donc je pense que tu n'y es pas encore allé, mais tu vas découvrir un jour. Quand on est là-bas, le tango, c'est une évidence. C'est dans la terre, c'est dans l'air, c'est... À Buenos Aires, par exemple ? Buenos Aires. Ou en Argentine, que de manière Mais générale. alors, oui, en Argentine, c'est surtout Buenos Aires. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, en Uruguay, Montevideo, même si la communauté est plus petite, le tango est né là-bas aussi. La plupart des musiciens, il y a énormément de musiciens qui étaient uruguayens. Sauf que c'est en Argentine qu'ils ont pu travailler parce que l'argent était à Buenos Aires, il n'était pas à Montevideo. Donc les gens allaient du coup là-bas, à Buenos Aires pour travailler, quoi. Ouais. Donc, c'est quand on est devant le Rio de la Plata, il se passe quelque chose et qui est au-delà de la danse, qui est au-delà de la technique ou je sais pas. C'est vraiment énergétique. Je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est vraiment culturel et c'est profond, c'est enraciné. Et c'est pas juste de voir des gardelles de partout dans la rue à Buenos Aires ou des photos de tango. Donc oui, il y a des représentations partout, il y a des boutiques de chaussures, il y a le tango, on le voit partout, mais c'est même pas ça. C'est vraiment... c'est comme... c'est vraiment la spécificité, la culture qui est vraiment... et qui s'engramme en fait dans nos cellules quand on est là-bas. Qu'est-ce que tu recherchais, toi, justement, quand t'es partie à Buenos Aires ? Alors moi, la première fois, je voulais continuer à me former puisque je n'avais pas vraiment pris de cours. Je me suis formée en dansant, en fait, en travaillant directement. Je voulais vraiment prendre des cours et voir ce que c'était, puisque tout le monde m'en parlait. Je ne connaissais pas et je voulais découvrir. Et puis c'est un peu un passage obligatoire à un moment donné. Et tu as trouvé ce que tu recherchais ? En partie. Je dis pas que ça a été facile. Ma première fois à Buenos Aires était très, très dure. C'est vrai ? Oui, parce que je connaissais personne. Ok. C'est peut-être aussi ce qui m'arrivera quand je partirai. Peut-être. Après, on aura des gens à te conseiller. Oui, on ne devra pas te lâcher comme ça. Mais c'est vrai que moi, je suis partie un peu sur un coup de tête. Après, un changement aussi professionnel parce que je ne travaillais plus avec le partenaire qui m'a fait monter à Paris. Ça faisait combien de temps que, là, entre le moment où tu as décidé de partir danser à Buenos Aires, tu dansais depuis combien de temps ? 4 ans peut-être. Ok. Donc tu avais déjà aussi un peu d'expérience après 4 ans. Oui, j'avais de l'expérience professionnelle, mais je dansais avec ce que j'avais vu, appris ici. Et ressenti ici. Donc c'est pas la même chose ressentir le tango ici et le ressentir là-bas. Et là-bas, même si ça, la première fois n'a pas été facile, quand je suis revenue, il y a quelque chose qui avait changé dans ma danse et dans ma façon de voir le tango. Et
Et même les gens me le disaient, il y a quelque chose qui a changé. Et c'était beaucoup plus cohérent, ce que je ressentais, la manière dont je pratiquais était beaucoup plus cohérente. Et, et voilà, donc quand je suis allée là-bas, je me dis, bon, ben, je vais changer un peu les choses, je vais organiser un événement différemment. Ok. Et donc le premier Tango Roots, c'était en 2011. C'était tout petit. Hein. On l'a fait dans un endroit qui s'appelait l'Espace Oxygène, qui a fermé maintenant, lui aussi. Et il y avait 2 salles. C'est ce que je cherchais, 2 salles pour au moins proposer plusieurs choses en parallèle. Et je voulais appeler mon événement Tango Roots parce que Roots, ça veut dire racine. Ouais. Et bah, déjà, le tango, c'est une danse dans laquelle on doit s'ancrer dans la terre. Mais aussi les racines pour étudier toute cette culture, d'où elle vient, de quoi elle est faite. Voilà. Et donc j'ai commencé, donc il y avait des cours de tango, il y avait des cours de folklore, il y avait des bals avec des démos, des musiciens. J'ai toujours vraiment accordé beaucoup d'importance à la place des musiciens. Il y a des conférences, parce que comme je ne voulais pas seulement un événement focalisé sur la danse, je voulais que ce soit vraiment un événement culturel. Il faut qu'on s'enrichisse aussi. Voilà. Ah ouais, c'était hyper ambitieux. Hein ? C'était hyper ambitieux. Oui, mais alors moi, j'ai jamais eu de limite dans ce que je pouvais je pense. Il faut quand même. imaginer, organiser. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que le festival a énormément grossi, a pris énormément d'ampleur. J'ai aucune limite, par contre, c'est dur. Hein. Les dernières années, là, l'organisation, c'était vraiment quelque chaotique. chose... Et la première année, du coup, ça a bien fonctionné, tu disais ? Ouais, ça a toujours fonctionné. Toujours fonctionné. Ouais. On a eu... Alors, ça a toujours fonctionné parce qu'il y a toujours eu du monde. Après, on a toujours été confrontés aux problèmes parisiens. C'est-à-dire des loyers de salles très chers, des locations, beaucoup de locations qui sont, pareil, très chères. Des problèmes... les problèmes liés à Paris qui peuvent être les problèmes de voisinage. Si on veut trouver un espace suffisamment grand, c'est extrêmement cher, etc. Ça a dû être une galère en fait à pouvoir... C'est extrêmement compliqué d'organiser les choses ici. Faut que tous les paramètres puissent rentrer en compte pour que toi ça puisse être intéressant pour les gens, soit rentable pour toi. Et... Ça n'a jamais été rentable pour moi. Donc tu fais ça pour le kiff quoi, avant tout. Je fais ça complètement bénévolement. Et les fois où il y a eu quelques années où on a perdu de l'argent et d'autres années où on en a gagné un peu, mais en fait quand j'en ai gagné, voilà, ça s'équilibre. Et l'argent que j'ai pu mettre de côté les dernières années, en fait, tout est parti dans la SACEM. Voilà. Et donc je fais ça bénévolement. Pourquoi la SACEM ? Parce qu'en fait, les droits d'auteur. Les droits d'auteur, quand tu joues de la musique, en fait, tu dois reverser ensuite. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas que ça. C'est aussi une taxe sur l'organisation d'événements et ils taxent sur les entrées, sur les dépenses. Première année, vous étiez combien dans le festival ? Alors, on était une centaine. Okay. Bon, la salle ne pouvait pas accueillir plus de monde. Mais c'était vraiment plein à craquer. Hein. C'était sur combien de jours ? C'était sur... Alors, je me souviens plus si c'était 4 ou 5 jours. Après, il y avait des problèmes de voisinage. Donc, j'ai dû chercher une autre salle. J'ai trouvé une salle un peu plus grande à Montreuil, qui s'appelait le Studio Albatros. On avait des fuites d'eau dans la salle, je me souviens. Quand il pleuvait sur le parquet. C'était, en fait, à chaque fois, de toute façon, il y a eu, même dans la dernière salle qu'on avait, il y avait des problèmes comme ça, techniques. Et dans cette salle, on était déjà un peu plus nombreux, mais il faisait très très chaud, il n'y avait pas d'aération, puis ça commençait à devenir petit aussi. Donc là, on l'a fait pendant 2 ans. Et après, j'ai trouvé un nouveau lieu, toujours à Montreuil, qui s'appelle La Parole Errante. Et là, c'est une salle beaucoup plus grande, qui est... j'aimerais en fait même un tout petit peu plus grande, parce que les soirées où il y a eu plus de monde, c'était à peu près entre 600 et 650 personnes. Ah, donc ça a bien évolué entre la première édition. Ça a énormément évolué, oui. On a rallongé, on a fait plus de jours, et puis j'ai rajouté aussi pas mal d'activités. Donc là, sur les dernières années, donc on proposait toujours les cours, les bals, les soirées folklore, les concerts. J'ai rajouté des apéros tango dans Montreuil. Ok. Des rencontres autour d'un maté. Donc ça, c'est les conférences, en fait, que j'ai appelées comme ça, autour d'un maté, puis on se partage le maté.
et dans lesquels j'invite des artistes, enfin de tout, en fait, des artistes, des conférenciers, des historiens, en fonction de la thématique qu'on va choisir chaque année. Et c'est ça donc que j'ai réorganisé pendant le Covid via Zoom. Donner la parole en tout cas à des personnalités, un peu comme ce que je fais, non ? Oui. Différemment, ouais. Voilà, c'est ça. Ok. Avec la barrière du langage, parce que c'est vrai que par Zoom, si j'ai invité que des gens qui parlaient français, Ouais. Sinon c'était compliqué, les traductions, ça pouvait durer très longtemps. Mais Voilà. c'est hyper formateur pour toi parce que tu n'avais pas forcément de formation dans l'événementiel pour préparer ce genre de choses. Non, pas du tout. Et qu'est-ce qui t'a pris en soi du coup de te mettre dans une galère comme ça alors qu'en plus c'est pas rentable, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de travail? Bah, je pense le retour des gens. Bon, déjà, comme je te disais tout à l'heure, à Paris, il y avait plus de Ouais, festival. c'est ça, donc il y avait déjà une demande que tu observais. Voilà, et je me disais, bon, pourquoi pas C'est comme dans le tango, quand j'ai commencé le tango, pourquoi pas? Et en fait, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était un peu ça. Je me suis plongée et puis j'ai appris 11 ans. Je voyais un petit peu loin ce que ça allait devenir, parfois, pas toujours, mais parfois. Et puis ça se faisait. Et j'ai l'impression que c'est le tango roots qui est arrivé, qui est passé par moi, voilà, et que j'ai mis ça en place, mais que le tango roots c'est par plaisir avant tout. Par plaisir, alors non, enfin oui d'un côté parce que j'avais donc le retour des gens qui était extrêmement positif. On a vraiment réussi à créer quelque chose avec de très beaux moments. Mais par contre, moi l'organisation, je déteste ça. Hein. Mais voilà, ça me prend toute l'année quand je le fais. Mais... Donc en soi, même quand il y a eu le Covid, ça a permis un peu de te reposer, non? Ah oui, ouais. J'ai redécouvert ce que c'était d'avoir du temps pour ça. C'est vrai? Oui. D'autant plus que les 2 dernières années, j'avais ma fille et j'ai dû organiser... Il y a 3 éditions. Là. Une des éditions, j'étais enceinte malade, où je vomissais tout le temps. Après, elle est née, elle avait 6 mois, et puis après 1 an et demi, puis il fallait que je m'occupe d'elle et du festival. Ouais. J'étais vraiment épuisée. Ces années-là, j'étais épuisée. Donc il y a eu combien d'éditions en tout de ce festival? On en a fait 9 et on devait faire la 10e qui n'a pas eu lieu à cause du Covid. Tu souhaites organiser quelque chose pour cette année ou ça La 10e, elle est prête à sortir. Okay. Mais là, en fait, c'est très compliqué de redémarrer. C'est très compliqué pour des questions surtout financières parce que, comme je t'ai dit, donc moi je fais ça bénévolement et l'asso, on n'a pas de trésorerie. Et chaque année, en fait, on repart quasiment avec une trésorerie à 0. Donc c'est un pari qu'on fait, que je fais. Et... Comment tu trouves les financements, c'est des sponsors? On n'a pas de financement, non. On a tout fait. On a fait des demandes de subventions, on a eu des rendez-vous... Des milliers de rendez-vous qui n'ont rien donné parce que tout le monde nous dit qu'ils n'ont plus de sous et que le tango finalement c'est quand même quelque chose de très... De niche? Ouais, c'est une petite communauté, c'est pas ouvert au grand public, c'est pas... Alors la mairie de Montreuil nous a aidés sur plein de choses mais pas financièrement. Ça va peut-être changer, mais bon, c'est très très long à se débloquer. Du coup, c'était quoi ton plus beau moment, si t'en as un, au Tango Roots? Mon plus beau moment attends, parce qu'il y a Rossane qui est en train de lécher l'iPad. Mon plus beau moment. Donc, comme je te disais, il y a des orchestres, je mets beaucoup d'importance à la musique vivante au festival, et je tiens à ce qu'il y ait des orchestres le plus souvent possible, donc il y en a quasiment tous les soirs. Et le samedi soir, en général, on fait un gros orchestre. On propose un gros orchestre avec soit 2 orchestres déjà composés qui se rejoignent. Enfin, en général, c'est ça. Et on arrive à entre 10 et 15 musiciens sur scène. En général, ces soirées, elles sont incroyables parce que la musique, entre 10 et 15 musiciens, c'est énorme. Ça nous porte. Et mon plus beau moment... c'est en fait l'après-midi de ce soir-là, donc le samedi après-midi, quand les musiciens viennent répéter. Moi, je suis toute seule quasiment dans la salle avec quelques bénévoles, et j'ai tout cet orchestre pour moi toute seule. Et je suis au milieu de la piste, et je les écoute, et à chaque fois, ça me fait pleurer, tellement c'est fort. C'est encore... moi, pendant le festival, je cours dans tous les sens, donc je profite de rien. Sauf à ce moment-là, tu prends ton temps pour toi. Sauf à ce moment-là, et pour moi, c'est magique. Et je me dis, mais... c'est tellement... Le chat a voulu m'agresser.
Je dis là, on ressent mais complètement l'énergie de chaque instrument, des 4 bandoneons ou 5 bandoneons, de tous les violons, de la contrebasse, du piano. On est avec eux, on vit, on vibre avec eux. Et pour moi, c'est ça le plus moment. Alors c'est peut-être un petit peu égoïste parce que je les ai que pour moi à ce moment-là. Mais t'as le droit parce que c'est toi qui organise Mais aussi. voilà, tout à fait. Et comme c'est vrai que je profite d'aucun moment. Le seul moment où je peux danser à mon festival, c'est le dernier jour. Voilà, la milonga de Despedida où là, ça y est, tout est. On sait que c'est la fin et voilà, ça c'est mon plus beau moment. C'est rempli d'émotions dans la tout dernier tango quand tu te dis bon bah j'ai fait tout ce travail pendant 1 an. Ouais, d'émotions, de fatigue aussi, hein, énormément de fatigue. Mais oui, c'est un petit peu de tristesse aussi que ça s'arrête parce qu'une fois qu'on est lancé, bon c'est très long, hein, ça dure 9 jours. Mais donc un peu triste que ça s'arrête, en même temps soulagé aussi parce qu'en fonction des problèmes qu'on a eu à gérer pendant le festival, ça dépend des années. Il y a eu des années où j'ai dû gérer des choses vraiment pas cool et ça m'a pris toute l'énergie pendant le festival. Heureusement, j'ai une super équipe de bénévoles et qui assure et je me décharge sur eux. Mais par contre, il y a certains problèmes que je suis seule à pouvoir gérer et ça me prend vraiment toute l'énergie. Donc ça dépend des années. La dernière année, c'était un peu plus cool. Par contre, au moment du démontage, je pouvais plus, j'arrivais même plus à marcher tellement j'étais fatiguée. Ok. Il y a quelque chose aussi que tu voudrais évoquer en plus? Non, bah justement, puisque je parle des bénévoles, savoir que ce festival, donc je l'organisais toute seule pendant toute l'année. Ouais. Et au moment du festival, j'ai une grosse équipe de bénévoles qui s'investit beaucoup. C'est aussi fatigant pour eux, hein, parce que ça demande beaucoup de présence le jour et la nuit. T'as besoin de combien de bénévoles? Pour que ça roule bien, au moins une trentaine. C'est une jolie équipe. Ouais. Il y a une dizaine de jours de montage, puisque la salle, pour ceux qui la connaissent, elle est très belle pendant le festival. Mais hors festival, il n'y a rien dedans. Donc on fait tout. On installe le parquet, la scène, tous les pendrillons, les lumières, le bar, le gradin, enfin tout, le son. Donc ça prend, ça plus le nettoyage de la salle, ça prend minimum 10 jours. Donc déjà, on arrive au festival, on est bien rincé. Et après, le démontage va beaucoup plus vite. Mais... C'est marrant, on voit pas tout ça nous. Et non. On arrive au festival et on... Mais oui, vous voyez les lumières, ça scintille. Mais c'est heureusement, vous voyez. On se rend pas compte en fait de tout. Oui, c'est clair, oui, bah oui, c'est clair, c'est heureusement, ouais. Mm. Mais on se rend pas compte en fait de toute l'organisation qu'il y a avant Ouais. pour ce moment. Oui, c'est... Ben, c'est vrai que dans la salle qu'on a trouvée, donc la Parole errante, on a une certaine liberté qu'on n'a pas dans d'autres lieux. Et pour nous, c'est important parce que c'est pas une salle qu'on ouvre et puis tout est déjà prêt. Voilà. Mais en même temps, alors c'est très fatigant pour nous, mais en même temps, on y met de nous. Et ça personnalise vachement l'événement. C'est à notre image. Et on peut mettre toute la poésie qu'on veut. J'espère que les gens ont ressenti cette poésie-là, même si la salle c'est une salle quand même qui est assez compliquée, hein, où il n'y a pas énormément de confort à la base. À la base. Ouais. Oui, bah, au final, j'espère qu'il y en a un peu. Mais... Ok. Voilà. Et tu trouves pas qu'il y a justement il y a une évolution dans le tango où j'ai l'impression que ça prend de plus en plus de place, où il y a en tout cas un intérêt qui se crée? Je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui danse, oui. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe en tout cas dans le tango, donc c'est plutôt cool. Ah oui, mais en tout cas, les gens qui dansent déjà, ils ont soif. Surtout après le Covid, hein, ils avaient soif d'événements, ils sont allés partout. Je vois les festivals qu'il y a eu cet été, ils ont vraiment marché. Hein. Ah ouais? Oui, je pense que... Alors peut-être pas tous, mais les plus gros, c'était plein à craquer. Et puis en plus, ça c'est clair que si toi tu faisais un festival à Paris, vu qu'il y en a peu... Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Enfin, maintenant, il y a La Vie en Rose, c'est le tango queer. Okay. Et puis, en festival, c'est tout. Si, il y a aussi un festival de tango de scène. Il n'y a pas aussi Otras de Lunas ou quelque chose comme ça? Ça, c'est autre chose encore? C'est un marathon. Ça, c'est un marathon. Ouais. Et c'est quoi, du coup, la différence entre marathon, encuentro, festival? Alors, marathon et encuentro, c'est que de la danse. Okay. C'est-à-dire, on danse l'après-midi, le soir, pendant 3 jours, après-midi, soir. Bon, pas le matin parce qu'on dort. Mais ça existe? Je sais pas si sont des passionnés qui sont là et qui sont réveillés, peut-être. Je sais que le festival que ma mère organisait, et ben avec son compagnon, c'était aussi le matin.
Ah oui. Ouais, matin, après-midi, soir, il y avait toujours du monde. Ouais, bah oui. Les plus motivés au petit-déj. Oui, bah ils sont baignés pendant tout un week-end. On est baignés par le son du tango. La salle est là et ils sont là pour ça. Et oui, Ouais. c'est très possible. Donc ça, c'est vraiment marathon et encuentro, c'est vraiment des événements qui sont que sur la danse. Il n'y a pas de musicien, il y a rien autour. C'est de la piste, un DJ, enfin plusieurs DJ, et on danse. Okay. Voilà. La différence entre marathon et encuentro, c'est que peut-être le marathon, c'est un public un peu plus jeune. Voilà. Ok. Et après, festival, donc comme tu disais... Bah, et le festival, c'est un événement culturel. D'ailleurs, il y a certains événements qui se disent festival, mais qui n'en sont pas. Okay. Pas du tout. Parce qu'un festival, c'est la promotion d'une culture qui s'articule autour de plein de choses. De cours, de conférences, mais c'est vraiment pour promouvoir toute cette culture. Et c'est pas juste faire de l'entre-soi sur de la piste. Voilà. Enfin, je dis ça parce que souvent les marathons ont cette image-là. Les encuentros peut-être un peu moins, je sais pas. Mais c'est vrai que parfois, il y a beaucoup... C'est quand entre soi, c'est dans le sens, il y a moins de partage. C'est, par exemple, dans le cas des marathons, il y a très peu de marathons qui font de la pub. Parce qu'ils savent très bien, c'est un groupe d'amis qui vont se retrouver. Et quand le marathon ouvre les inscriptions, au bout de même pas 1 heure, toutes les inscriptions sont faites. Parce qu'ils savent très bien qui vont inviter. Donc c'est de ça, c'est ça l'entre-soi. Ils se connaissent tous et finalement, il n'y a pas beaucoup d'ouverture à des nouvelles personnes. Justement, moi j'avais en tête de me dire je vais faire un marathon, un encuentro, quelque chose comme ça, pour pouvoir en fait rencontrer plein de gens différents. Et en fait, ça vient de tous les horizons. Mais c'est pas toujours ça en fait. Ce qui est plus ouvert, c'est les festivals. Là, tout le monde peut y aller. Après, on prend le risque aussi qui est le niveau sur la piste. Ça dépend, c'est très aléatoire. Un marathon, on sait très bien qu'il y a tel marathon, il y aura tel niveau parce qu'il y aura telle personne. Mais par contre, pour beaucoup, il faut être conseillé pour pouvoir s'inscrire. Ok. Donc bon, je dis pas que c'est mieux ou moins bien. Hein, oui, bien sûr, c'est juste une observation. Ouais. Voilà. Ok. Et donc, en plus de faire le festival, tu fais aussi d'autres choses ? J'essaie de danser quand même. T'essaies de danser, ouais. Entre les deux, mais c'est ta fille, c'est ça ? Oui. Entre ta fille, puis préparation de festival, parfois c'est compliqué. En fait, moi, la maternité, ça m'a beaucoup ralenti. Pour ma carrière, pour ma carrière de danseuse. J'en ai un peu souffert, mais j'en souffre un peu toujours d'ailleurs. Même si ce que j'ai vécu, la maternité, ça a été la plus belle chose que j'ai vécue dans ma vie. Hein. C'était vraiment... voilà. Et par contre, oui, j'ai eu des complications physiques qui m'ont empêché de danser correctement pendant un petit moment. Et ça, et plus le festival qui me prenait énormément de temps. J'avais beaucoup moins de temps pour danser. Et c'est vrai que quand le Covid est arrivé... Enfin, avant le Covid, je ressentais que j'avais de l'énergie pour pouvoir ressortir le soir. Parce que c'est pas facile de sortir le soir quand on a des enfants. Je ressentais ce regain d'énergie. Et en fait, là, il y a le Covid qui est arrivé. Et puis tout a été fermé. Ouais, et là, pause quoi. Voilà, pause obligatoire. Et là, maintenant, la reprise, c'est un peu difficile. La reprise, non. Pour danser, là, c'est plus facile maintenant pour moi. Par contre, pour relancer le festival, c'est extrêmement compliqué. Pour ces questions financières dont je te parlais, que tout a augmenté, qu'on n'a pas de trésorerie, et puis qu'il y a plein d'autres choses à d'autres niveaux aussi. Je m'étalerai pas, mais... En tout cas, c'est possible qu'il y ait une prochaine édition cet été. Oui, non, alors cet été, je fais tout pour. Si elle n'a pas lieu, ce sera pas... c'est pas de ma faute. Ok. Est-ce que tu peux nous teaser ou pas sur des choses pour cet été? Je sais pas. c'est les 10 ans. Donc ce sera... Voilà, si ça se fait... Ce sera pas rien, quoi. Ouais. Ok, c'est déjà beaucoup. Et oui, donc en plus de faire le festival, tu donnes aussi des stages ? Oui. 1 par mois. Alors les stages techniques, c'est 1 par mois. Est-ce que ça, c'est dû à une observation aussi de quand t'es parti à Buenos Aires, t'as remarqué qu'il y avait beaucoup plus de techniques qu'en France ou... Non, ça n'a rien à voir avec Buenos Aires. Même si j'ai quand même bien amélioré ma technique grâce à mes voyages
Enfin, en partie, hein, pas que ça, mais... Non, non, ça c'est mon parcours de danseuse. En fait, quand je vois les gens danser, ça me fait mal parfois. J'ai mal pour eux. Et Aussi bien homme que femme? oui, oui, oui. Oui, parce que ces stages sont pour tout le monde. En fait, c'est de l'anatomie appliquée au tango. Donc, le corps, il est, voilà, il est ce qu'il est pour les hommes et pour les femmes. La technique de base, elle est la même pour tout le monde. Après, dans les rôles, c'est différent. Mais le corps, dans sa façon de bouger et de fonctionner, c'est la même pour tout le monde. Donc, c'est vraiment de la découverte anatomique que je fais pour comprendre comment le corps fonctionne et comment son propre corps fonctionne, parce qu'on est tous différents. Même si on a tous deux bras, deux jambes, une tête, des omoplates, etc., on n'est pas fait de la même façon. Il y en a qui sont plus cambrés que d'autres, plus petits que d'autres, un certain nombre des mobilités différentes, une souplesse différente. Donc avec ces stages, j'essaie de leur apprendre à sentir leur propre corps. Donc développer une conscience corporelle. Voilà, exactement. Une fois que les gens développent vraiment une conscience corporelle, mais vraiment de leur corps, de eux, comment ils sont faits, de leur souplesse ou manque de souplesse, de leur douleur, là on peut vraiment commencer à travailler intelligemment. C'est-à-dire trouver les chemins naturels du corps qui vont nous aider à danser sans tension, en équilibre. Je mets vraiment un point d'honneur sur l'équilibre. C'est vraiment ma base de travail, la recherche de son propre équilibre. Et pour pouvoir progresser, améliorer sa technique. C'est clair que l'équilibre, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est la base. C'est la base, bah oui, c'est clair. Et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, j'ai commencé classique. Oui. Parce que, évidemment, je commence pas classique en me disant je vais devenir danseur classique, mais en tout cas, je trouve que ça m'aide beaucoup pour plein de choses. Ouais. Oui, pour ça. Moi, je me souviens, quand j'étais au conservatoire, à la fin des exercices à la barre, il y a souvent, on lâche la barre, on fait un équilibre, on tient en première ou cinquième position. Ouais. Et j'étais celle qui tenait le plus longtemps. Donc pour moi, l'équilibre, bon, ça se travaille toujours. Hein, parce qu'en fonction de avec qui on danse, c'est parfois on se dit ça tient tout seul, c'est magique. Et puis parfois, mais je dis mais alors, pourtant j'ai travaillé mon équilibre et ça fonctionne pas. Donc, comment tu fais du coup pour améliorer ton équilibre? Et faut venir au stage. Déjà, pour commencer. Il y a plein de choses. Je travaille beaucoup sur les pieds. Parce que les pieds, c'est le seul élément du corps qui est en contact avec le sol, c'est eux qui nous portent. Et dans le tango, dans le hip-hop, je dis pas, il y a les mains parfois, la tête. Ça, c'est plus break. Ouais. Mais c'est clair, même dans l'hip-hop, moi ça m'a aidé aussi pour la milonga, je trouve. Au niveau des jeux rythmiques. Ah oui, mais de toute façon, tout danses, ce qu'on va faire en dehors vont aider pour le tango. Bien sûr. À la limite, je dirais que si la danse classique aide par rapport à l'équilibre, ça peut aussi... j'ai vu certaines de mes élèves qui venaient du classique et qui étaient en difficulté parce elles dansaient complètement sur la pointe des pieds, enfin sur la demi-pointe. Ouais. Ou alors elles étaient très dans la forme. Il y a quelque chose qui était très tendu. Il y a un truc tendu chez les danseurs classiques. Donc là, il faut réapprendre à bouger et à danser autrement. Mais oui, sinon, tout ce qui va aider à développer la conscience corporelle et la conscience... l'oreille, en fait. Avoir l'oreille musicale, développer l'oreille musicale. On travaille aussi les rythmes, la conscience aussi de la musicalité? Oui. Ok. Oui. Donc c'est pas que des stages, c'est stages techniques, mais en fait, oui, dans la technique, il y a aussi la musicalité. Oui, alors, il y a un stage dans l'année où on aborde la musicalité. Okay. La musicalité, je l'aborde dans tous les autres stages de tango, les cours. Okay. Mais c'est vrai que ces stages techniques, c'est quand même principalement le corps. Et le but de ces stages, c'est d'aider les élèves à plus avoir de tension, à plus avoir de douleur. Parce que parfois, on a des douleurs, on ne sait pas pourquoi, des manques de mobilité. Et par exemple, là, ces derniers temps, j'ai eu énormément de gens qui ont des capsulites à l'épaule. Et, c'est quoi une capsulite? Une inflammation? Oui, c'est une inflammation. Mais ça vient d'un manque de mobilité. Et à partir du moment où je leur apprends, par exemple, à bouger le bras, pas par l'épaule, mais par toute la chaîne musculaire qui arrive
qui part de la colonne en fait, hein, et qui englobe l'omoplate aussi, à avoir de la mobilité dans l'omoplate. C'est un exemple, hein, parce qu'après Oui, on peut bien sûr, l'appliquer ouais. à tout le corps. On va voir que l'épaule, elle va pouvoir bouger, mais elle va être au service du mouvement, et mon bras ne s'arrête pas à l'épaule. Parce que si ça s'arrête à l'épaule, ça va coincer. Comme une jambe qui s'arrête à la hanche, ça va coincer. Donc il faut redonner de la mobilité dans la hanche et reconsidérer toutes les chaînes musculaires, les sentir en fait, parce que les muscles de la jambe, ils s'arrêtent pas forcément à la jambe. Et le corps est extrêmement complexe. Donc j'essaie quand même de simplifier pour que ce soit accessible à tous. Mais à partir du moment où on comprend, où on sent surtout que nos problèmes ils viennent de manque de mobilité, Qu'on améliore notre mobilité, voilà. c'est déjà un gros travail sur Ouais. la qualité de notre danse ensuite. Voilà. Ok. Donc par exemple, en fait, c'est quoi tes cours? En fait, donc tu donnes un cours par mois, c'est ça? Là, c'est un stage de 3 heures tous les mois. Ouais. Donc c'est un stage de 3 heures. Mm. Donc les 3 heures, elles se constituent comment? Ça dépend des thématiques. Parce qu'on c'est évolutif. Le premier cours, on est sur les pieds. Après, on est... qu'est-ce que j'ai fait cette année? Le deuxième cours, c'était sur la technique de la marche, une fois qu'on a vraiment conscientisé comment fonctionnaient les pieds et les jambes. Donc il y a un lien entre le cours numéro 1 et le cours numéro 10, quoi. Oui. Une continuité. Oui. Ouais. Ok. Après, on est sur les hanches et le bassin. Là, le prochain, on va être sur l'abrasso, le placement du haut du corps. Et après, une fois qu'on a vraiment décortiqué tout le corps, on est sur des thématiques, donc la musicalité, sur les pivots, les torsions, des choses qui sont plus techniques, Ok. déjà. Et c'est un cours du coup et 3 heures en solo? Ou c'est... Oui. Alors, on peut faire des exercices à deux parfois, mais sans questionnement de genre. C'est juste pour sentir ce qui se passe, toujours. Mais c'est principalement individuel. Ok. C'est hyper intéressant. Oui, mais la technique individuelle est très importante. Ouais, c'est clair, ouais. Et d'ailleurs, en parlant de technique individuelle aussi, tu pratiques d'autres choses aussi pour progresser en tango, non? Oui, alors moi, je fais du yoga un Ouais. petit peu. J'ai découvert le gyrotonique, que j'adore. C'est une technique- Gabriella, je sais pas si t'as écouté cet épisode-là, mais c'est Gabriella Elle aussi. en fait. Elle en fait, Ouais. elle en parle justement, je lui demande qu'est-ce que le gyrotonique. Oui. Oui. Alors moi, je prends... Pour tout ça, je suis élève. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Ça travaille beaucoup. Déjà, on a la machine, donc ça... On travaille à deux. Donc pour le tango, c'est bien. Et ça travaille beaucoup on travaille beaucoup les torsions. Je préfère ça que le pilate, qui est plus rigide. Mais bon, après, c'est Il n'y a personnel. pas aussi le Feldenkrais? Feldenkrais, Ouais, oui. Moi, Feldenkrais, je travaille beaucoup... Et c'est quoi ça, Feldenkrais? alors, le Feldenkrais, c'est justement retravailler sur toutes les mobilités articulaires et musculaires. Et c'est des mouvements qui sont très petits. Il faut... Au début, ça demande beaucoup de concentration parce qu'on va parfois nous demander de vraiment nous concentrer pour sentir et conscientiser où est par exemple la tête du fémur et faire bouger la jambe que avec la tête du fémur et les muscles qui lui sont propres et pas engager tous les os et les muscles du bassin, mais c'est vraiment uniquement la tête du fémur. Donc on peut nous demander des choses comme ça. Et moi, j'axe beaucoup mon travail là-dessus. Et ça demande beaucoup de concentration. Ça peut être un peu énervant aussi parce que y a le système nerveux qui passe partout et on est vraiment très proche là. Et c'est vraiment, il faut rentrer dans ce travail pour pouvoir... En fait, ça demande énormément d'intériorisation. Si on est en dehors de soi, ça marche pas. On est dans un mouvement mécanique et on ne travaille pas avec notre corps. Okay. Je trouve ça fou, n'empêche... Toi, t'arrives à savoir pourquoi les gens qui commencent le tango, parfois, ils sont complètement imprégnés de cette danse et vivent pour ça? Tu sais, toi, pourquoi t'es encore dans ce milieu-là après autant d'années et que t'as jamais lâché? Ou si t'as peut-être lâché un moment, mais... Il y a des affinités, déjà, une affinité musicale. Moi, c'est la musique, j'adore cette musique. Et, après, des périodes plus que d'autres, mais je pense que ce qui nous fait rester dans un style, c'est vraiment la musique. Si t'aimes pas le tango, tu peux pas danser le tango. Si t'aimes pas la musique du tango. Et moi, c'est la première chose, comme je te disais, j'écoutais du Piazzolla depuis toujours. Et la première chose qui a fait que mon cœur s'est mis à battre, c'est la musique, avant de voir les danseurs. Donc voilà, ça c'est la première chose. Si on aime vraiment cette musique, on est à fond. Et puis
on pratique jusqu'au bout, quoi. Ouais. Après, il y a la brasso aussi. Les gens, y a des gens qui sont vraiment en recherche de contact. Et c'est vrai qu'une année, avec mon compagnon, on s'est amusé à poser la question aux gens, pourquoi tu danses le tango? Et la plupart des réponses, c'était c'est la brasso. Ça m'a surprise d'ailleurs, parce que je pensais qu'il y en aurait plus qui parleraient de musique en premier, mais bon, c'était la brasso. C'est vraiment la particularité du tango, cet abrasso-là. On le trouve C'est vrai. nulle part ailleurs. Et, et une fois qu'on y a goûté et que c'est agréable et que ça fonctionne, on est accro. C'est marrant, et c'est une autre question aussi qui me vient en tête, c'est pourquoi t'es encore dans le tango? Au départ, comme je te disais, je voulais pas. Je me disais ce sera juste Un hobby? un hobby. Mais en fait, c'est venu après. Oui, alors c'est sûr, les premières fois que je dansais, il y avait des sensations dans la danse que j'aimais beaucoup et que j'avais pas trouvé dans dans notre danse. Probablement parce qu'on est deux et je n'avais jamais fait de danse à deux. C'était la première fois que je dansais avec quelqu'un et je trouvais que ça donnait un sens en fait à ce que je faisais. Et finalement après j'ai préféré danser à deux que seule. Et c'est vrai que même dans les autres danses, en danse baroque, j'aimais beaucoup les duos. Quand je regarde de la danse classique, j'aime beaucoup les pas de deux. Oui. Et j'adore le patinage artistique et ce que je préfère c'est la danse sur glace, c'est une danse de couple. Ouais. Mais c'est clair, moi je trouve que la danse en duo, en tout cas, même comme le tango, en fait, il y a une sorte de partage d'énergie. Quelque chose qui se passe et je trouve ça Oui. formidable en fait. Et Ah oui, oui. c'est quelque chose aussi qui me plaît énormément. Et donc, du coup, je pense que je t'ai déjà posé, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Par exemple, moi je vais aussi, je fais ce podcast, comme je t'ai dit, aussi comme prétexte pour pouvoir prendre du temps avec vous et pouvoir poser des questions que j'ai envie aussi Mhm. pour moi, pour progresser. Oui. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu me conseillerais pour si je veux progresser en tango? Faire des stages avec toi? Oui, ça peut être une bonne chose. Déjà connaître ton corps. Ouais, On peut pas progresser si on connaît pas son corps, ça c'est sûr. déjà. Prendre des cours pour apprendre des pas, c'est bien au début. Mais après, une fois qu'on a compris la technique de l'improvisation, surtout pour les danseurs, il faut, si on veut monter en niveau, il faut faire un travail sur soi. Donc un travail technique, un travail de conscience corporelle, un travail d'écoute musicale aussi. Parce que je le vois vraiment, hein, quand les danseurs commencent à progresser, c'est qu'ils ont un autre rapport à la musique. Et ça, c'est très important. Ce qu'on appelle la musicalité, en fait. Mm. Mais c'est pas juste... la musicalité, c'est pas juste être en rythme. Hein, parce que beaucoup disent, oui, mais je danse en rythme. Non, c'est pas ça, la musicalité. C'est bien, c'est déjà pas mal de suivre le rythme. Mais le tango, c'est tellement riche, musicalement. Le rythme, c'est une des composantes d'un morceau. Le rythme est présent dans toutes les musiques. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est une base. Après, il y a plein de couches. Il faut développer vraiment cette écoute. Ok. Et comment on fait pour développer cette écoute? Bon, déjà en écoutant beaucoup de tango, hein, pour repérer ce que chaque instrument joue, ce qu'ils apportent, ce qu'ils ont à dire. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé à propos du festival, mais j'ai créé une masterclass musicalité pour les danseurs avec orchestre, justement pour ça. Ok. Voilà, c'était un cours donc de 2 heures avec l'orchestre, les musiciens et un couple de professeurs de tango. Et ce qui était bien avec ces masterclass, c'est que justement, les instruments pouvaient être isolés, les instruments ou les sections rythmiques ou mélodiques. Voilà. Et pour développer un petit peu cette écoute. Je faisais un cours avec Sébastien Arcet quand il est venu à Paris. Et en fait, lui, il parlait justement quand il parlait de musicalité, il parlait aussi de tango mélodique ou harmonique. Oui. Quelque chose comme ça. Et peut-être que je me trompe, mais harmonique dans le sens où on se base sur la basse ou la contrebasse, sur le rythme en fait pour pouvoir danser. Et mélodique sur par exemple la voix. Oui. Et Oui, ça c'est les 2 couches principales en fait. Tu as la structure rythmique qui va cadrer tout le morceau et qui va, ça donne, c'est la pulsation, ça va être ta façon de marcher par exemple sur la musique. Et après, la deuxième couche qui est beaucoup plus mélodique, plus aérienne, qui va être plus expressive, plus artistique peut-être. Et il y a une autre couche encore? Il y en a plein. C'est vrai? Mais en fait, il y a plein d'écoutes.
C'est qui est-ce qui disait ça? Je crois que c'est Placido Domingo qui disait qu'un morceau de tango c'est comme un opéra. Il y a tout dans un morceau de tango. Il y a l'introduction, il y a toute la dramaturgie et il y a la conclusion. Ok. Et donc il y a énormément de choses à exprimer. Et donc ça, c'est dans ce que ça dégage, dans ce qu'on veut exprimer par rapport... Même si on n'écoute pas, ici en France, on n'écoute pas beaucoup les paroles, mais on peut s'imprégner de tout ce que les instruments et le chanteur ont à raconter. Mais pour ça, moi, il y a quelque chose que je cherche vraiment profondément. C'est le silence dans la musique et dans la danse, pas dans le corps. En fait... Pour être plus clair, parfois quand j'ai des gens en cours privé ici, je leur dis, je les connais pas, je leur dis allez-y danser. Je mets la musique et la première chose qu'ils font, c'est marcher, 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 se déplacer, tout de suite. Bon, ok. Donc là, il n'y a pas de connexion avec la musique. Il y a peut-être, ils marchent en rythme, hein, puisque si leur pas, il atterrit sur le temps fort, voilà, ok, ils sont... Rythmiquement, ils sont dessus. Mais ils se déplacent, ils se déplacent, ils se déplacent. Donc là, pour moi, on est complètement à côté. C'est comme si un pianiste s'installe à son piano et il appuie sur toutes les touches en même temps. Non, s'il veut jouer quelque chose, il va y avoir une note, peut-être un accord, peut-être une phrase avec plein de notes qui vont s'enchaîner. Mais si tu appuies sur toutes les touches en même temps, il n'y a rien qui se passe. D'accord ? Et pour moi, ça, c'est vraiment la recherche de... C'est pour ça aussi que j'insiste beaucoup sur ce travail corporel de conscience et d'intériorisation. C'est parce que ça nous permet de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, de trouver le calme, la respiration, pour être à l'écoute de ce qui se passe, du partenaire déjà, ou de la partenaire, et de la musique qui va être la ligne directrice, qui va nous influencer par rapport à l'énergie, qui va nous donner une énergie qu'on va pouvoir exprimer. D'accord ? Si on est directement dans un truc où ça y est, je suis partie, je me déplace direct, non, on n'est plus dedans. C'est, le tango, c'est pas que de la marche, c'est même pas de la marche. Alors oui, la marche, c'est un élément technique qui est indissociable au tango, puisqu'on se déplace. Mais le tango, c'est pas de la marche. Le tango, c'est... Bon, selon moi, hein, oui, bien sûr. c'est je m'installe, j'écoute et j'exprime quelque chose. Donc il se passe énormément de choses avant de commencer à se déplacer. Et grâce à ça, si on a ce calme intérieur, on va pouvoir convoquer certaines zones du corps qui vont nous être utiles pour ce qu'on va faire, que ce soit une marche, que ce soit un lapis, que ce soit on se prend dans les bras. Quand on se prend dans les bras, on est déjà en train de danser. La danse, elle commence pas en marchant tout de suite, tu vois. Et on va pouvoir trouver des moments de silence dans notre danse, des moments de pause, de suspension. Voilà. Pour moi, ça, c'est le plus important. À partir de là, une fois qu'on a ça, on commence à exprimer quelque chose sur la musique. Mais tant qu'on est dans un truc où le tango, c'est de la marche, je me déplace, non, on est à côté. Ça, c'est au début ? Oui, au début. Mais on passe par là, c'est normal. Hein. C'est pour ça que je dis c'est à un certain niveau, quand on commence à voir que les danseurs atteignent un niveau un petit peu au-dessus. Un petit peu avancé. Donc, c'est surtout aussi pour donner du relief à sa danse. C'est... du relief, mais de la profondeur aussi. Hein. Ouais. Mais les deux vont ensemble. Relief et profondeur. Et du sens par rapport à... Comme je te disais, moi, ce qui m'intéressait dans la danse baroque, c'est le lien entre la musique et la danse, et dans le tango aussi. Donc, si je commence à bouger dans tous les sens, non, il y aura aucun rapport avec la musique. Après, être musical, ça veut pas dire marquer toutes les petites notes de piano en faisant des fioritures ou quoi que ce soit. Non, parfois on entend un truc, on l'entend et le corps était engagé et on l'a laissé passer, mais c'est pas grave, on l'a entendu. Donc même si c'est un peu après, c'est pas grave, on calme et on fait autre chose. Tu vois. C'est complexe ça, quand même comme danse. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Même avec la musique aussi, comme tu dis, c'est une musique complexe. Moi, c'est vrai que pour l'instant, je me base surtout en fait, sur ce qui est le rythme. Et aussi après la mélodie, où parfois on se base moins sur le rythme, mais là c'est le moment aussi de faire plus des figures, ce genre de choses. Et aussi marquer le temps de pause, parce que les temps de pause sont des moments de danse. Bah, complètement.
Bien sûr. On commence à danser, dès que la musique commence, on commence à danser, même si on n'est pas encore dans la brasso. C'est pas... En fait, ce que je vois chez beaucoup d'élèves et beaucoup de gens dans les balles aussi, c'est que c'est très mécanique. Il n'y a aucune douceur, aucune rondeur, pas d'écoute. C'est juste, je mets mon bras là, ma main là, et puis on y va. Alors, c'est sûr que sur certaines musiques, par exemple, tu vas danser une milonga, tu vas pas prendre le temps de faire un bel abrazo et de rentrer. Non, non, là, il y a la musique, c'est dynamique, on y va. Mais l'expérience fait que tu pourras. Tu as déjà cette capacité d'intériorisation et de rentrer directement dans la musique. Mais voilà, ce qui peut, donc toi, t'aider à progresser, puisque c'était ta question, mais je ne t'ai pas vu danser. Donc le conseil que je donnerais à tout le monde, c'est de ne pas commencer un tango, de ne pas commencer à danser en marchant. La marche, elle vient dans la logique de la danse, hein, puisque c'est vraiment l'élément technique du tango. Mais la danse, elle est dans le silence, elle est dans la pause, elle est dans l'immobilité, j'allais dire. Non, parce qu'on danse quand même, mais elle est sur place. Elle est dans l'abrasso, elle est dans le contact, dans le réveil des sens. Le tango, c'est une danse sensuelle parce que... pas parce qu'on a des jupes fendues, hein, mais parce qu'on est dans l'éveil des sensations, dans le toucher, dans l'écoute. On partage quand même une forme d'intimité quand même avec l'autre partenaire quand on danse, parce que la brasso est très proche. Donc on partage un moment quand même, donc c'est important. Du corps à corps. Hein, ouais, c'est clair, ouais. Et c'est clair c'est important, je pense, de poser des fondations avant de marcher, de se sentir, essayer de se connecter avant de partir directement faire des pas. Ah ben on peut pas marcher ensemble si on n'est pas connecté. Donc au début, c'est ça qu'on apprend. C'est vraiment, oui, au début, on apprend le déplacement. On apprend quand même, bon, grâce au transfert du poids du corps, on apprend à sentir l'autre et on apprend à se connecter. Mais on n'est pas encore vraiment dans l'essence du tango. On arrive vers la fin de l'entretien. Est-ce que c'est une question que j'aime bien poser aussi vers la fin, c'est est-ce qu'il y a des choses aussi qui te fatiguent dans le tango, ou en tout cas que t'aimerais qu'ils s'améliorent? Qui me fatigue dans le tango? Oui, oui, il y en a pas mal. Ce sera pas forcément de l'ordre... Enfin, c'est pas sur la danse ou sur la musique, mais plutôt le côté social. Parce que c'est un microcosme de la société, le tango. Hein. Donc tout est exacerbé en plus parce que c'est un petit milieu. Donc oui, je sais pas, l'entre-soi, j'ai un petit peu de mal avec l'entre-soi. La starisation aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où certains donnent des cours, ça y est, c'est des gens très importants, mais non, on est toujours des humains, on partage une même passion. Et surtout qu'en plus, tout le monde peut donner des cours en soi. C'est quelque chose que j'évoquais avec les précédents invités, donc Louis, qui disait que justement, en fait, parfois on peut s'improviser prof, mais on n'est pas toujours tous légitimes à l'être. Ah non, pas du tout. Il y a vraiment des professionnels. Il y a énormément... Alors, moi, je récupère énormément, comme je travaille sur le corps, sur le fonctionnement du corps, je récupère pas mal de gens qui viennent parce qu'ils ont des douleurs ou quoi que ce soit, mais qui me disent après dans les cours, mais moi, mon prof, il m'a dit ça, il m'a dit de me tenir comme ça ou de me comporter comme ça. Je dis, mais c'est grave en fait, parce qu'il y a des professeurs de tango qui sont en train de casser des corps. Comme il n'y a aucun diplôme, il n'y a pas de... Et en même temps, ce qui est normal, hein, parce que c'est une danse traditionnelle et c'est extrêmement compliqué d'instaurer un diplôme en danse traditionnelle. Mais il y a beaucoup de professeurs qui n'ont aucune conscience corporelle et qui sont que dans la forme et qui sont en train de casser des corps. Notamment quand un professeur exige un certain style. Le tango, c'est ça, c'est pas autrement. On se tient comme ça et pas autrement. Non, ça c'est très dangereux parce qu'on a tous des morphologies différentes. Et on va être obligé d'adapter son tango à sa morphologie. C'est pour ça aussi que entre couples, parfois ça marche et parfois ça marche pas. Avec certaines personnes, ça marche très bien et avec d'autres, ça ne marche pas. C'est pas grave, il faut l'accepter. Hein. C'est comme dans la vie, il y a des amitiés qui se font et d'autres qui ne peuvent pas. Donc voilà, un professeur qui est sur l'apparence en fait, qui est juste sur de la mécanique et sur une copie de style, c'est très dangereux. Et il y en a pas mal. Ok. Et pour finir, si on veut s'intéresser au tango, qu'est-ce que tu conseilles de faire, voir, lire, regarder
Pour quelqu'un qui débute ou... Ouais, quelqu'un qui s'intéresse au tango, qu'est-ce que tu conseilles de... Ben, déjà d'aller à la Milonga, Ok. parce que ça forme beaucoup de voir. Moi, je me suis aussi formée comme ça, en voyant ce qui se passait dans les bals. Hein. Après, écouter de la musique. Maintenant, avec Internet, on a tout. Les démos, même il y a plein de sites Internet sur l'histoire, enfin des passionnés qui ont écrit des choses. Il y a des livres. Il n'y a pas énormément de livres, mais... Ouais, je n'ai pas trouvé beaucoup. Après, j'ai trouvé beaucoup, mais en espagnol. Ah oui. Enfin, beaucoup, même. En tout cas, j'ai trouvé beaucoup de versions espagnoles, mais pas en tout cas en français. Pas traduit. Ouais. Non, pour quelqu'un qui veut approfondir un petit peu, bon, il y a le dictionnaire passionné du tango. Ça, c'est pas mal pour avoir les notions. Et puis, si on connaît pas quelqu'un ou quelque chose, on va chercher. Voilà. Après, il y a sur l'histoire du tango, il y a eu pas mal de choses. Il y a Michel Plisson qui a écrit sur l'histoire du tango. T'as des livres derrière toi? Ouais. Ah bah c'est marrant, je l'ai commandé ce matin. Tu l'as commandé ce matin, très bien. Michael l'avocat, Secret d'une musique, où lui il parle des grands orchestres et de musicalité. Donc ça c'est pas mal. Mais bon voilà, faut chercher sur internet, maintenant il y a tout. Hein, tiens. Ok, ça marche. Et ouais, je l'ai commandé ce matin justement. Histoire de tango, Secret d'une musique, Michel l'avocat. Ouais. Après, je peux vous conseiller aussi de regarder toutes les rencontres autour d'un maté qu'on a faites pendant le confinement. Parce qu'on a vraiment parlé de tout, hein, de musique, de danse, de poésie, de folklore. Voilà, avec des gens qui sont très calés. Ok. Donc n'hésitez pas. C'est sur le site du festival, tangorootsfestival.com. Il y a une rubrique autour d'un maté et il y a tous les replays de toutes les rencontres qu'on avait fait. Je mettrai tout ça en description. Ouais, très bien. Et donc si on veut te contacter, on va sur ton site internet? Oui, sylviagerby.com. Il y a mon mail ou Facebook. Avec toutes les infos pour les stages aussi. Ouais, je mets toutes les infos. Ouais. Et une dernière chose que je voulais dire, c'est que le tango, c'est vraiment un art qui englobe la musique, la poésie et la danse. Et si on veut progresser, si on veut vraiment s'intéresser, il faut s'intéresser à ces 3 particularités parce que si on ne reste qu'à la danse, ok, on peut faire des choses bien, mais on n'aura pas l'essence du tango. Et si on veut vraiment dégager, dégager cette essence-là, aller à l'essentiel. Si on veut se rapprocher vraiment de ce que peut offrir le tango, c'est important de prendre en compte ces 3 éléments. Voilà. Exactement. Ok, bon, on va finir sur ça. Oui. Merci beaucoup Sylvia. Merci à toi. C'était super cool. Et puis à bientôt. Oui. Voilà, l'épisode est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur les plateformes et me suivre sur Instagram à lamilonga.podcast. À bientôt et surtout, dansez bien.